Bonjour, bonjour. Je tenais à commencer le podcast en disant que l'idée avec le podcast, c'était vraiment de vous présenter à vous, les femmes, aux jeunes femmes, des femmes extraordinaires. Et je me suis dit que je ne pouvais pas commencer par personne d'autre qu'en vous présentant la femme extraordinaire de ma vie, ma maman. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour, Abien. Merci. OK, mais là, on n'est pas dans une entrevue. On est des entrevues à RDI Économie, là. Tu peux être... relaxe-toi. On va rester naturel. Donc, on va commencer par te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Amina Gerba, née au Cameroun, dans un village sans eau courante, sans électricité, 18e d'une famille de 19 enfants. Seule fille ayant eu la chance d'aller à l'école. Tu tombes enceinte, tu as un enfant assez jeune, tu arrêtes l'école, tu commences à travailler. En 1986, tu émigres au Québec parce que tu accompagnes un papa qui a obtenu une bourse d'études pour faire son doctorat. Tu arrives ici sans travail, sans réseau. Tu retournes aux études. Deuxième enfant pendant ton DEC, troisième enfant lorsque tu as ton bac et quatrième enfant pendant ton MBA. En 2014, on te nomme chevalière de l'Ordre du Québec, l'Ordre national du Québec. Bravo. Merci. Ouf. Félicitations. Merci. Quand tu penses à tout ton parcours, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête? Résilience. La résilience parce que depuis Bafia, qui est en fait mon village natal, petite ville qui est à 120 km de Yaoundé, 120-130 km de Yaoundé, partie de ce village, comme tu disais, où on n'avait pas d'eau courante, où il fallait aller chercher de l'eau à la source, porter de l'eau sur la tête pour revenir à la maison, avoir l'opportunité, comme tu l'as dit, d'aller à l'école parce que d'une famille de 19, une famille où les parents, pour eux, l'éducation à l'époque, c'était l'éducation des garçons. Les filles devaient rester à la maison, se préparer à trouver le mari, se préparer à aller en mariage très tôt et à s'occuper de leur mari. Donc, j'étais vouée plutôt à... Femme au foyer. À être femme au foyer. Donc, je dis résilience, mais en réalité, je devais commencer par chance. Le mot chance englobe beaucoup de choses parce que c'est une chance d'avoir eu la possibilité de sortir de ma famille, de mes parents, et aller dans une famille où on m'a donné la possibilité, l'opportunité d'aller à l'école. C'est ça, parce que juste pour que ce soit clair, tu étais la seule fille à avoir eu la chance d'aller à l'école, mais c'est pas parce que les parents ont changé d'idée. Non. En fait, j'ai eu la chance parce que mes parents, en fait, avaient plusieurs filles. Ma maman, particulièrement, avait 2 et 6 enfants, ma mère. Mais c'est une de mes cousines qui est venue chez ma mère pour lui dire, écoute, je vais chercher Amina. Pourquoi moi? Aucune idée. Je trouverai bien le pourquoi un jour. Mais il se trouve qu'elle a dit c'est elle que je vais prendre pour la ramener chez moi. Et c'est comme ça que je me retrouve chez ma cousine, qui est en fait comme une grande sœur qu'on appelait Magoufane. C'est elle qui t'a élevée? Donc, c'est elle qui me prend à l'âge de 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, et qui m'a finalement élevée. Et elle était mariée à un monsieur qui avait aussi une autre femme, et ses enfants avec cette autre femme allaient à l'école.
Juste faire une parenthèse parce que c'était la polygamie, c'est ça? Juste... Oui, une grosse parenthèse. On revient en arrière parce que effectivement, ma famille, c'est une famille polygamique. Mon père avait 4 femmes. Comme il était un chef, c'était permis. C'est permis au chef d'avoir plusieurs femmes. Donc, les 19 enfants, c'est 19 enfants de 4 épouses. Et comme je disais, ma mère en avait 6. Quand tu parles de chance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires, de success stories d'immigrants qui sont arrivés ici, qui ont réussi. Est-ce que tu penses que c'est de la chance? Est-ce que tu penses que lorsqu'on vient d'aussi loin, on s'enlève l'option d'échouer? Ben, on a 2 options. On vient ici d'abord avec comme objectif de réussir. Au Cameroun, quand tu allais à l'étranger, avant l'étranger, pour les Camerounais, c'était Paris. On disait que tu allais en bengue. Donc, tu allais en bengue. Ça veut dire quoi? C'était bengue, c'est comme ça qu'on appelait Paris. Ah. Donc, quand tu allais en bengue, c'était pour te chercher, pour réussir. Alors, les gens, aujourd'hui encore, se donnent tous les moyens du monde pour sortir parce qu'on sort de très loin, on sort d'une pauvreté souvent assez criarde. Et cette pauvreté-là, on se dit la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller ailleurs, d'aller chercher cette opportunité ailleurs. Donc, on prend tous les moyens, y compris aujourd'hui, ce que nous voyons dans les océans avec les migrants qui meurent partout parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, ils s'en vont pour réussir. Le parcours a été difficile. Il y a eu plusieurs barrières. Tu as porté beaucoup de chapeaux. Je pense, entre autres, le fait d'être une jeune femme immigrante, noire, mère, entrepreneur. Lequel a été le plus difficile à porter? Chaque chapeau a sa charge. Chaque chapeau a vraiment ses responsabilités. Et chaque chapeau a demandé beaucoup de résilience. Si je commence par étudiante, retourner aux études au cégep ici, à 23 ans. Parce que quand je suis arrivée ici, j'avais déjà 23 ans, j'étais déjà vieille pour le cégep. Il fallait de la volonté et beaucoup de résilience. Donc, cette volonté-là, je ne peux pas dire que je l'ai eue toute seule. Il a fallu que votre père accepte, pendant que lui, il allait à l'école, à l'université, qu'il accepte que moi aussi, je retourne à l'école plutôt que de rester femme au foyer, justement. C'est ça, parce que là, c'est étudiante, mère avec de l'ambition. Oui. Comment on mélange tout ça, 4 enfants et de l'ambition? Ben, en réalité, quand on fonde une famille, on se dit qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir à élever ses enfants. Donc, élever ses enfants dans un contexte où on est tout seul, on n'a que son mari, parce qu'en Afrique, au moins, on est entouré. On est entouré par la famille. Comme je disais, tu peux aller chercher un enfant qui s'occupe de tes enfants. Au Cameroun, tu peux avoir facilement quelqu'un qui t'aide à faire les tâches ménagères quotidiennes. Mais ici, tu te retrouves, tu es toute seule avec des enfants qu'il faut élever, qu'il faut habiller, envoyer à l'école. Tu n'as pas d'emploi. Alors, comment tu fais? Donc, tu fais des jobs. Pendant que j'étais à l'université, après le cégep, comme tu disais, avec le deuxième enfant, je suis allée à l'université. Heureusement, à l'université, tu as la possibilité d'avoir des petits jobs, comme j'ai travaillé à l'UQAM au niveau de la COP, l'espèce de coopérative où on vend tout ce qui est matériel scolaire et tout. Et au niveau du bac, c'est ce que je faisais. Au niveau de la maîtrise, j'ai commencé à travailler comme assistante de recherche.
Donc, je corrigeais les travaux, j'assistais mes professeurs de maîtrise à faire leurs recherches, leurs enquêtes et tout. Donc là, l'argent commençait à rentrer un petit peu, mais pour nous, avec 4 enfants, c'est une grosse famille, donc c'était pas du tout évident. C'était pas évident et voilà. Aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises dans le secteur des cosmétiques, des relations publiques, de la communication. Moi, en tant qu'enfant, je me rappelle que tu étais souvent dans les avions. C'était comment être mère, une mère de 4 enfants, entrepreneur dans les avions? C'était comment la conciliation mère, entrepreneur, femme? Faire la conciliation famille, travail, c'est un autre défi. Et c'est là où il faut avoir un backup, avoir quelqu'un qui te soutient. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir votre père qui a toujours été là. Donc j'étais dans les avions, lui il était là et il s'occupait de vous. Et ça, c'est pas évident parce que habituellement, les femmes en Afrique et dans la culture africaine, et ça, je peux vraiment me permettre de généraliser. Je n'aime pas qu'on généralise tout ce qui est Afrique, mais dans la culture africaine et peut-être plusieurs cultures d'ailleurs, on nous apprend que c'est l'homme qui doit aller chercher du travail, qui doit aller travailler et non la femme. Donc la femme est à la maison et s'occupe toujours des enfants et tout. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un pendant qu'il étudiait lui aussi au doctorat, pendant qu'il faisait ses recherches. Il avait beaucoup plus de temps pour s'occuper de vous. Et quand il a terminé, naturellement, il est devenu mon partenaire d'affaires. Et ça aussi, c'était un plus. Donc, travailler tous les deux ensemble pour la même mission, pour les mêmes entreprises, ça aussi, ça a été un support important. Tu m'as déjà dit à la blague, moi, j'étais le genre de mère à amener très rapidement mes enfants à la garderie. Oui. Est-ce que, tu disais à la blague, j'imagine qu'il y a quand même un peu de vérité dedans. Est-ce que, déjà, c'est quel âge qu'on parle d'aller rapidement à la garderie? Et est-ce que ça a été difficile? Quand on n'a pas d'aide, et qu'on a un mari qui s'occupe des enfants et qui est partenaire d'affaires, donc il doit aussi aller gérer pendant ton absence le côté administratif des entreprises. On n'a pas d'autre choix que d'envoyer les enfants à garderie. Dans ton cas, peut-être, je pense que c'était 3 mois. C'est 3 mois, c'est comme si tu allais jeter ton enfant à la garderie. Est-ce qu'il y avait un jugement à l'époque? J'imagine que même aujourd'hui, il y en a, mais est-ce que toi, tu t'es jugée ou tu t'es sentie jugée d'amener un enfant de 3 mois à la garderie? Il n'y avait pas de jugement à la garderie, mais moi, je me jugeais moi-même. Je me disais, c'est pas sérieux. En Afrique, à 3 mois, tu es encore en train d'allaiter ton enfant, tu es à la maison, tu t'en occupes, mais à 3 mois, c'est comme si j'allais le jeter à la garderie le matin pour aller m'occuper des affaires. Donc, c'était pas évident et on se culpabilise beaucoup, beaucoup. Et je pense, à la limite, ça doit être un frein pour beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui se disent, j'ai pas assez de temps pour mes enfants et je vais m'en débarrasser à la garderie. Mais on n'a pas le choix. On est dans une société où il faut avancer. On n'a pas d'aide. Heureusement qu'il y a les garderies. Et à cette époque-là, encore aujourd'hui, les garderies subventionnées par le gouvernement, bravo. Hein? On va revenir aux différentes barrières que j'ai nommées plus tôt. Jeune femme. Dans une de tes sociétés, tu fais de la communication institutionnelle, gouvernementale. Tu as comme client beaucoup de gouvernements, principalement africains. Tu as souvent été la seule femme dans la pièce. J'ai eu le plaisir de voyager avec toi à quelques reprises et j'ai pu voir moi-même
la dynamique. C'était comment, à l'époque, être la seule femme dans un milieu d'hommes, un milieu politique? La seule femme, je précise, qui a l'air très jeune. Ouais. Moi, ça a toujours été être femme dans tout ce que je fais. J'ai toujours été comme la seule, la première. Et souvent dans la salle, je suis toujours... J'ai l'air toujours jeune. Donc, c'est comme la petite étudiante qui est qui est là, qui assiste, la petite stagiaire. Donc, ça, c'était une barrière importante parce que en Afrique, quand tu dois négocier avec les gouvernements, on parle de premier ministre, on parle de chef d'État, tu leur proposes des services de communication institutionnelle, tu veux qu'ils te fassent confiance, mais en même temps, ils te regardent comme une jeune femme. Ils te regardent d'abord comme une femme, comme une belle femme, avant de penser qu'ils vont faire affaire avec toi. Donc, quand tu es autour de la table, pendant qu'ils négocient avec les autres d'égal à égal, ben toi, ils vont d'abord commencer par dire « Ah, vraiment... vous êtes très belle, hein, Madame Gerba. » OK, mais juste pour revenir à ça. Comment on fait la différence quand un client démontre un intérêt pour savoir si c'est un intérêt professionnel ou un intérêt personnel? On n'a même pas besoin, moi, je n'ai pas besoin de chercher. Parce qu'en Afrique, il n'y a que ça, l'intérêt personnel. Habituellement, ça commence par l'intérêt personnel. Donc, quand il voit que son intérêt personnel pour ta personne, tu ignores ou tu fais semblant de ne pas écouter, de ne pas comprendre, ben là, il va finir par comprendre que... Elle est sérieuse. Elle est sérieuse, elle est là, elle a la suite dans les idées. Et souvent, on m'a dit, ben, vous, c'est vos affaires avant tout. Donc, tant que vous n'avez pas signé, on dirait que vous n'entendez rien. Donc, c'est important soi-même de se connaître. C'est important de comprendre l'autre rapidement. Moi, j'essaye de lire entre les lignes et je pense que j'ai cette capacité de comprendre, de voir plus loin que l'autre. Donc ça me permet de me préparer parce qu'en Afrique, je pense que de mémoire, en 25 ans, je pense que je suis jamais rentrée dans un bureau en Afrique sans que mon interlocuteur, qui est toujours un homme, fasse un compliment, une allusion à mon physique. Est-ce qu'une femme peut se permettre justement de perdre sa crédibilité? Là, tu as dit qu'à chaque fois que tu rentrais dans une réunion, il y avait toujours une allusion à ton physique ou un compliment. Ou, est-ce que tu ne pouvais pas te permettre de bifurquer dans ce genre de... Parce que tu les ignorais, tu faisais comme si tu ne comprenais pas? Ou... Mais tu n'as pas le choix. Ben, soit tu le prends à la blague, Ici, aujourd'hui, si je devrais qualifier ça, je pense que je mettrais ça dans le lot de MeToo, honnêtement, parce que en Afrique, c'est comme pour eux, pour les hommes en Afrique, c'est comme naturel. Soit à la blague, soit ils font comme si c'était une blague. Peut-être que c'est sérieux, mais ils vont te trouver sérieux. Si toi, tu bloques, tu les bloques, ou si toi, tu prends ça à la blague et puis tu passes à autre chose. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Passer à autre chose. Le dernier groupe de barrières, immigrants noirs. Donc, tu es arrivé ici en 1986. Je ne sais pas si c'était comment en 1986, mais comment s'est passée l'intégration? Dans l'actualité, on parle beaucoup des immigrants, on parle de barrières. Comment s'est passée l'intégration au Québec pour toi et papa? L'intégration au Québec. Alors, quand on arrive déjà au Québec, on est dépourvu de tout. En tant qu'immigrant, là, on est réellement dépourvu de tout. Bon, sauf ce qui arrive parce qu'il y a un regroupement familial et tout. Mais quand tu viens comme étudiant ou comme immigrant tout simplement qui choisit le Québec pour rentrer ici, tu es dépourvu de tout. Et c'est là où tu comprends que tu pars réellement de loin et que tu as
un gros chemin à parcourir. Nous, quand on est arrivé au Québec, la première barrière, et celle-là vraiment, je le raconte souvent en blague, et c'est une anecdote qui me revient tout le temps. On a cherché pendant longtemps à avoir une carte de crédit. Quand tu arrives, tu vois tout le monde a une carte de crédit. Toi, tu es là. Chaque fois que tu demandes, on te refuse la carte. Chaque fois que tu remplis, on te dit remplis une carte, même les cartes de magasin. Hein, c'est toujours refusé. On se dit, mais finalement, pourquoi on n'a pas cette carte de crédit? Donc, un jour, on rentre dans le magasin La Baie. Et encore une fois, on est sollicité pour une carte. Mon mari dit non, nous, on ne va plus remplir. Là, ça suffit parce qu'à chaque fois, on remplit et c'est refusé. Le vendeur qui nous proposait ça dit mais non, avec moi, ça marche toujours. Alors, essayez. Il nous dit de remplir. Ben, on remplit. Il voit le numéro d'assurance sociale, parce que quand on arrive ici, on a une carte d'assurance sociale quand même, mais la carte commençait par 9. Dès qu'on a commencé à rédiger le numéro 9, il dit, ah bon, vous avez une carte qui commence par 9, mais vous n'aurez jamais de carte de crédit. Là, on dit, pourquoi? Il dit, mais dès que vous mettez la carte d'assurance sociale qui commence par 9, le système sait que vous êtes immigrant, vous êtes visiteur, vous n'avez pas un statut définitif au Canada, donc vous pouvez repartir n'importe quand. Ah bon? Parce que ceux qui sont ici, leur numéro commence par 2. Ça, vous ne saviez pas? Là, on découvre le système, on comprend que, en fait, le système est codé. Parce que on faisait juste vous refuser sans jamais vous expliquer pourquoi. Personne ne va vous indiquer. On ne va jamais vous dire pourquoi on vous refuse telle ou telle chose. Et on sait comment c'est important, une carte de crédit pour le dossier de crédit. Pour la suite, pour même pour pouvoir trouver un logement. Je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver un logement, mais ça a été facile de trouver un logement. Mais tu as raison, tout tourne autour de la carte d'assurance maladie. Je dis maladie aussi. Ouais. Et même la carte d'assurance maladie aussi, on pourrait en parler. La carte d'assurance sociale est la clé de tout. Quand vous allez chercher un emploi, vous donnez la carte. Quand vous allez demander le crédit, vous donnez la carte. Tout ce que vous faites, vous donnez la carte, mais nous, on avait une carte qui nous bloquait de tout. Sans savoir. Sans le savoir. Ça, c'est les barrières invisibles. Elles sont systématiques et invisibles. Et ce sont des barrières qui, pour l'immigrant, ça prend beaucoup de temps. Une fois que tu as la carte, l'autre barrière, c'est la gestion de ton crédit. Il n'y a personne, il n'y a aucune école qui va te dire comment gérer ton crédit, qui va te dire, ben, écoute, là, tu as ta carte de crédit, la dépense que tu mets, assure-toi de payer à l'échéance. Non? Ben, toi, tu ne fais que mettre. Après, il n'y a aucune éducation financière. Donc, à la fin, tu te retrouves à la fin de l'année, on te dit, ben, tu as un mauvais dossier de crédit. Ben, là, tu découvres qu'il y a un dossier de crédit qui se constitue pendant que toi, tu étais là, ben, j'ai un crédit, je vais finir par payer un jour. Non. On te dit, ben, tu es rendu à combien? À 200 de crédit, alors qu'il t'en faut, il faut que tu sois à une cote de 800 et plus. Ben, là, on découvre quelque chose d'autre. En fait, on découvre les barrières une fois qu'on nous bloque. Une fois que tu es... Quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Donc, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de présider le conseil d'administration d'Entreprendre ici, parce que je suis convaincue qu'il faut éduquer les entrepreneurs immigrants. Juste savoir c'est quoi l'Entreprendre ici, c'est un organisme qui a été créé par le gouvernement du Québec. Oui. Entreprendre ici est un organisme créé effectivement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec
pour aider les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle à surmonter justement ces barrières-là. Parce que on s'est rendu compte que les entrepreneurs de la diversité sont toujours les plus enclins à créer des entreprises. Mais quand vient le moment de passer à l'action, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont déjà tout cet historique de crédit qui s'efface difficilement. Ça prend 7 ans. Une fois que tu as foutu ton crédit en l'air, ça prend 7 ans pour le rebâtir. Il faut une éducation. Donc, Entreprendre ici donne un accompagnement sur mesure et un service personnalisé gratuitement aux entrepreneurs. Mais ce que les gens savent, surtout d'Entreprendre ici, c'est que nous remettons chaque année 25 bourses d'honneur de 25 000 $. C'est un gros coup de main aux entrepreneurs. Que tu aurais apprécié. Ouais, que moi, j'aurais apprécié, oui. Tu as parlé plutôt de papa. Tu as parlé de la chance que tu avais eue de l'avoir comme partenaire d'affaires, comme partenaire de vie au niveau de l'éducation des enfants et tout. Ça me fait penser à, en 2017, je crois, j'assistais pour la première fois au gala des femmes d'affaires du Québec. Et puis, chaque femme qui gagnait un prix, systématiquement, elle montait sur scène et la première personne qui remerciait, c'était son conjoint. Merci mon conjoint, merci mon conjoint, merci mon conjoint. Puis là, je me rappelle, je me suis tournée vers toi et j'ai dit, pourquoi toutes les femmes remercient leur conjoint? Et tu m'as dit, je me rappelle, tu m'as dit, pour qu'une femme qui a de l'ambition réussisse, pour qu'une femme puisse s'envoler, elle doit avoir un conjoint, un partenaire qui l'aide, qui croit en elle et qui fait qu'elle ne se culpabilise pas elle-même. Aujourd'hui, c'est quoi l'importance, tu penses, qu'une femme qui a beaucoup d'ambition devrait accorder au choix de son partenaire? Ben, déjà, moi, je pense que si une femme a de l'ambition, le premier test qu'elle doit faire, c'est de voir si son conjoint la soutient dans ses ambitions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elle parle de ses ambitions et qu'elle voit comment lui, il réagit. S'il réagit en disant, ben, tu rêves beaucoup, comment tu vas faire ça? C'est mal parti. Il commence déjà à mettre des doutes dès qu'elle ouvre la bouche. Dès qu'elle ouvre la bouche pour dire, ben voilà ce que moi je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? C'est un gros test. Donc, si elle est une femme qui rêve de découvrir le monde, d'aller s'installer, je ne parle pas de moi, je suis là, mais je suis dans les avions aussi. Elle rêve d'aller, de déménager à Los Angeles parce que c'est là-bas qu'elle se voit. Et lui dit, ben, si tu vas là-bas, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais avoir un conjoint qui accepte de te laisser aller, comme le mien, là, qui te laisse prendre l'avion, aller justement prendre le risque de l'Afrique, parce que l'Afrique a des opportunités, 54 pays, 1,3 milliard de population, dont autant de consommateurs possibles pour un entrepreneur qui veut voir grand. Donc, si tu as un mari qui te laisse aller vers cette Afrique-là, avec tout ce qu'il y a comme barrière aussi, c'est une chance, c'est une opportunité. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut le remercier. Moi, j'ai eu cette chance et je considère ça comme une grâce parce que en Afrique, c'est surtout les hommes qui bloquent, encore une fois, les femmes qui veulent avoir des ambitions. Pourquoi? Parce que par jalousie d'hommes, parce que les hommes africains savent justement que quand tu te retrouves autour de la table, on va d'abord regarder le physique, la beauté de ta femme. Donc, tu te dis, ben, je jette ma femme dans la gueule du loup. Donc, ils vont vouloir protéger leur femme et faire en sorte qu'elle reste à la maison. Quand un homme choisit
d'accompagner sa femme dans son succès, ce sont les autres hommes qui vont le juger, qui vont dire, mais dans le cas de votre père, c'est clair, les gens... Moi, j'ai épousé une célébrité. Au Cameroun. Au Cameroun. Quand on est arrivé au Canada, les gens étaient surpris qu'il s'efface et qu'il laisse sa femme réussir. Donc, les gens ont commencé à dire, mais Madame Gerba, elle a écrasé Monsieur Gerba. Donc, si c'était en Afrique, ce serait fini. Donc, lui, il s'en fout de ça. Donc, tu penses que le fait d'avoir eu cette ambition une fois ici? Ça a été... je crois que ça a aidé. Ça a beaucoup aidé. Je ne pense pas que ça aurait donné le même résultat si on était resté au Cameroun et que je m'épanouissais en tant que femme dans le milieu, dans les secteurs que j'ai choisis. Parce que même ici, tu parles beaucoup d'Afrique, mais même ici, il y a un certain jugement sur les hommes qui décident, que ce soit de suivre leur conjoint dans une autre province ou de rester à la maison pour élever les enfants ou faire l'épicerie. On voit qu'il y a beaucoup de tâches que, sans le dire, on pense que c'est pour la femme. Donc, même quand un homme, lui, décide de faire le choix, même en termes de congé de paternité, des fois, il y a des jugements qui sont portés. Est-ce que ces enfants, c'est plus facile quand un homme se cache? Est-ce que c'est dur pour l'ego d'un homme de montrer publiquement qu'il supporte sa femme et qu'il accepte d'être celui qui reste à la maison pour lui permettre de s'envoler? Un homme qui accepte de supporter sa femme est un homme qui a un ego très fort, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il faut vraiment qu'il ait un ego très fort, et je suis d'accord avec toi que c'est pas juste en Afrique. Ici aussi, je connais des amis dont les maris ne vont jamais à l'épicerie. Ils restent pour eux, ils n'ont jamais changé de couche, et c'est pas des Africains. Ils savent même pas comment changer une couche, un enfant, donc c'est le travail d'une femme. Donc, il y en a pas beaucoup qui font le choix d'accompagner leur conjointe. Et c'est pour ça qu'on les remercie, ceux qui ont fait ce choix-là. Je suis d'accord. J'ai envie de parler d'indépendance financière. L'autonomisation de la femme. Autonomisation de la femme. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour toi. Encore une fois, je pense à un événement. On est allé à un événement de gouvernance au féminin. Il y avait... une femme de la Banque mondiale qui s'appelle Anne-Marie Leroy, qui racontait comment sa mère l'avait élevée et que c'était vraiment primordial pour elle que sa fille soit autonome. Parce que, selon sa mère, être autonome donnait le pouvoir à une femme de quitter son mari, si elle le voulait. Si elle le voulait. Ça m'a fait bien rire. Pour toi, c'est quoi l'autonomisation des femmes? C'est quoi être indépendante financièrement? L'autonomisation de la femme, c'est la clé. C'est vraiment la clé de tout. Je parlais de ma cousine qui est venue me sortir de chez mes parents. C'était une femme autonome. C'est une femme qui m'a vraiment fait comprendre que la femme doit se battre financière pour avoir cette autonomie financière. Et elle, ma cousine, maman perd son âme, elle était une femme autonome. Et je pense que c'est elle qui m'a vraiment donné cette opportunité de comprendre ce que c'est que l'autonomisation d'une femme. C'est pour ça que dès le jeune âge, moi j'ai commencé très tôt à travailler. Donc c'est vrai que j'ai eu mon premier fils très jeune. J'ai laissé tomber les études, donc j'ai commencé à travailler. Et j'ai compris que quand on a son argent, on est indépendante. L'argent te permet ton autonomisation. L'argent t'évite de dépendre des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui dépendent financièrement de leur mari. En Afrique, peut-être que ça, ce serait un autre sujet qui prendrait beaucoup de temps parce que en Afrique, avec la polygamie, beaucoup d'hommes sont encore polygames en Afrique.
Aujourd'hui? Aujourd'hui encore. Avec la polygamie, la femme était obligée de s'occuper elle-même de ses enfants. Bien sûr qu'on disait que la femme, le mari doit être capable d'aider ces femmes au même niveau, de les aimer au même niveau et de leur donner les mêmes chances, mais elles étaient à la maison et elles étaient obligées d'être indépendantes. Donc, elles vendaient, faisaient du petit commerce. Moi, j'ai commencé très tôt à faire du petit commerce et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de me dire, effectivement, tu peux te passer d'un homme parce que tu es autonome. En fait, tu peux te donner ce luxe d'avoir le droit de t'en passer. C'est ça, exactement. Avec du recul. Et quand tu es autonome, en Afrique, tu fais peur aux hommes, justement. Pourquoi? Tu fais peur aux hommes parce qu'ils se disent, ils ne t'apportent rien. Donc, alors que quand ils t'apportent tout, tu attends. Tu attends et tu as peur. Ça flatte leur ego de dire, tu dépends d'eux. Et quand tu leur apportes, quand tu es autonome et que tu sais que tu n'as pas besoin d'eux, avec du recul, je réalise aujourd'hui, sans le savoir, que j'ai été élevée dans une famille féministe. Parce que, sans le nommer, sans en parler, moi, j'étais vue en affaires, j'étais vue autonome, sans le savoir. Puis je me rappelle un jour où, quand j'ai commencé à travailler, en fait, je travaillais dans une boutique et puis il y a une femme qui essaie des vêtements et puis elle arrive, elle dit « Ah, j'aime vraiment, mais attends, je vais demander à mon mari si il peut me l'acheter. » Et là, je la regarde, je dis « Mais pourquoi il faut demander à votre mari? » Il dit « C'est lui qui paye tout. » Et je ne sais pas si c'est de la naïveté. Moi, je n'avais jamais pensé qu'une femme devait un jour demander à un homme, en fait, de lui acheter quelque chose. Je ne sais pas si c'est... Sans savoir, dans mon éducation, je n'avais jamais vu ça, en fait. Et c'est comme si je découvrais un monde où, ça existe des femmes qui peuvent pas, en fait, prendre des décisions sans demander la permission. Avec du recul, aujourd'hui, tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes femmes qui n'ont pas nécessairement eu la chance de voir leur mère être indépendante financièrement? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes-là pour un peu les encourager à être autonomes? Être autonome pour une jeune fille qui n'a pas été élevée dans cette culture de l'autonomie financière, qui a toujours vu sa mère dépendre de son père, c'est vrai que c'est pas évident. Mais ce que moi je peux leur dire, c'est que il n'est jamais trop tard pour décider de son indépendance financière. Décider de ton indépendance financière, ça veut dire aussi avoir la possibilité de se créer soi-même son entreprise. C'est pour ça que moi, je prône beaucoup l'entrepreneuriat, parce que c'est le moyen le plus direct d'être autonome en étant entrepreneur. Et il y a plusieurs façons d'entreprendre. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un compte garni à la banque pour entreprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la façon... Qu'est-ce que tu veux dire par on n'a pas besoin d'avoir... C'est quoi la façon rapide d'entreprendre? Est-ce que c'est juste, en fait, rester ouverte? Parce que je sais que tu m'as souvent dit que le plus important, c'est de rester ouverte aux opportunités. Je sais qu'il y a comme pas une obsession au niveau de l'entrepreneuriat, mais les gens sont un peu à la recherche de l'opportunité. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi une bonne chose de garder ça en tête et garder l'esprit ouvert sans nécessairement se forcer à créer une entreprise parce que tout le monde nous dit que c'est comme ça qu'on devient, qu'on atteint le succès, qu'on devient autonome. Est-ce que c'est mal de travailler pour quelqu'un? Est-ce que c'est quoi? Bonne question. Être entrepreneur, c'est pas juste parce qu'on refuse de travailler pour quelqu'un. Être entrepreneur, ça veut dire qu'on se dit, j'ai une idée et je veux la mettre en application. L'idée, c'est quoi? L'idée, effectivement,
peut nous venir de n'importe quelle opportunité. On est entre filles, on se rend compte que les cheveux viennent sur le front et on a besoin de les remonter d'une certaine manière et puis ça prend un petit quelque chose pour attacher les cheveux. Donc on se dit, peut-être c'est une opportunité de créer ce petit quelque chose qui va permettre aux cheveux d'habiller de ne pas venir sur son visage. C'est comme ça que l'idée naît. C'est observer. Je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai cette formation en gestion ou en marketing que j'ai toujours l'impression qu'il y a des opportunités autour de moi, que je suis toujours en train de me dire, on pourrait fabriquer telle chose, on pourrait transformer cette eau. Donc, c'est écouter et s'informer. Aujourd'hui, c'est pas comme hier. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'ai créé ma première entreprise il y a 25 ans. Il n'y avait pas Entreprendre ici, par exemple. Il n'y avait pas le Fonds Afro-Entrepreneur pour les Noirs. Il n'y avait pas le groupe 3737, qui est un incubateur privé qui accompagne aussi les entrepreneurs. Donc, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est vraiment, on a la chance de vivre dans un monde où on est bondé d'informations, on est bondé d'organismes qui sont là pour nous aider. Je me suis rendu compte chez Entreprendre ici, quand nous avons commencé, qu'il y a plus de 1000 organisations dans l'écosystème qui sont là, entrepreneuriales au Québec, qui sont là pour accompagner les entreprises, les entrepreneurs. La difficulté, c'est savoir par où commencer. C'est par où commencer. Donc, nous, on est comme la porte d'entrée qui vous permet d'ouvrir toutes les autres portes, en plus de vous donner un service personnalisé. Je vais entreprendre ici. Donc, s'informer, saisir les opportunités et passer à l'action, parce que l'action, ça ne prend pas grand-chose. L'action, c'est de dire, cette idée-là, moi, je vais la mettre en application et il y a énormément de gens, d'organismes qui sont là pour te permettre ça. Le plus difficile, c'est de trouver l'idée. C'est de trouver l'idée. L'opportunité. C'est d'être créatif. L'opportunité est de bien formuler ce qu'on veut faire. Mais sinon, ce n'est pas tout le monde qui va se lancer en affaires, qui va réussir. Il y a la possibilité de travailler. Bon, travailler, ça te donne aussi une autonomie financière. Tu gagnes de l'argent. C'est pas parce que tu n'es pas entrepreneur que tu ne peux pas gagner ta vie en tant que professionnel. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un environnement où il y a de moins en moins de barrières raciales. Il y a même beaucoup d'organismes qui vont essayer d'encourager les gens qui sont de différentes ethnies, différentes minorités à postuler. Donc, en étant un bon professionnel, c'est de bien faire ce qu'on est capable de faire et de suivre sa passion et sa vocation. Tu as parlé rapidement de ta formation qui te faisait voir les opportunités d'un autre œil. Est-ce que tu as fait ton MBA ici, au Québec? Est-ce que c'était important? Le MBA est très important. Pourquoi? Le MBA est important pour cette ouverture d'esprit que ça te donne au niveau du management, au niveau de la stratégie, au niveau de ta vision, au niveau de remettre en place tes idées et de savoir comment les structurer jusqu'à l'aboutissement de ton projet. Ça, c'est une chose, côté théorique. Mais côté pratique, ça te permet vraiment de nouer des contacts importants avec des gens qui vivent les mêmes réalités, avec des gens qui vont rester soit tes partenaires d'affaires ou juste des amis. Donc, tu as un réseau, ça te donne accès à un réseau important, mais surtout, ça te donne une crédibilité. Et cette crédibilité-là, elle est mondiale.
Moi, quand je présente ma carte et qu'on voit MBA, les gens, la première chose qu'on demande, où tu as fait ton MBA? C'est pour fixer encore plus ta crédibilité, de dire, c'est une université qui est connue, reconnue. Tout de suite, ça te rapproche avec tes autres fellows, alumni, comme on dit, les autres. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant qu'immigrante, c'était encore plus important pour toi de faire un MBA? Ah oui. Faire un MBA en tant qu'immigrant, comme je disais, c'est vraiment la crédibilité. Ça confirme ta crédibilité et ta compétence. C'est-à-dire, même sans t'évaluer, on te fait déjà confiance. On sait qu'elle est capable de gérer, qu'elle est capable de mener à bien un projet, qu'elle a la rigueur qui vient avec cette formation-là. Donc. Et quand tu dis que la première question qu'on te demande, c'est où as-tu fait ton MBA? Est-ce que tu as l'impression que en tant qu'immigrante, si tu avais fait ton MBA ailleurs, ça n'aurait pas eu la même valeur ici, sur le marché du travail? C'est sûr que lorsqu'on pose la question sur l'école où tu as fait ton MBA et que tu réponds que j'ai fait mon MBA à Zamunda, c'est sûr, on va se demander qu'est-ce qu'on enseigne à Zamunda. Tandis alors que que quand si tu dis, j'ai fait au Québec, École des sciences de la gestion de l'UQAM, HEC Montréal, pour ceux qui sont... ça replace, ou Harvard Business School. On dit, tout de suite, on te met dans une case. Elle est comme nous. Ouais. Elle a lu les mêmes livres. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, puis j'espère que ça aura répondu à plusieurs questions que plusieurs femmes peuvent se poser, plusieurs jeunes femmes peuvent se poser. J'espère qu'on a répondu à tout, mais ça me fera plaisir de revenir. Merci. En terminant, j'aimerais vous dire un gros merci à vous tous pour avoir écouté ce premier épisode du podcast Oser, mais surtout dire un gros merci à la Banque Royale, RBC, Gazelle et EY, nos partenaires, nos précieux partenaires, pour avoir permis de réaliser ce beau projet. Un gros merci aussi aux productions Kiki vous aime pour le studio. Et puis, je vous dis à la prochaine.